Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous donnons la parole aux femmes de SPI. Je vous propose de rencontrer Sandra N. directrice des ressources humaines de SPI France, qui va détailler son parcours professionnel où elle n'a jamais hésité à changer, cumuler, concilier, et elle va nous partager son mode d'emploi pour y parvenir. Bonjour Sandra. Bonjour Cécile. Tu as donc rejoint SPI France, acteur des transitions énergétiques, numériques et industrielles il y a 2 ans en tant que DRH. Mais avant ça, tu as un parcours extrêmement riche puisque tu as un doctorat en sciences de gestion et tu es passé par plein de secteurs différents, de la sidérurgie chez ArcelorMittal, à l'industrie chez Air Liquide et Daimler, mais aussi dans le secteur hospitalier chez Ramsay Santé et enfin le contrôle et l'inspection chez DEKRA. Mais pour commencer, je voudrais que tu nous racontes tes débuts dans la sidérurgie chez ArcelorMittal. C'est une première étape qui montre ta capacité à saisir les opportunités. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors oui, avec plaisir. Alors en fait, je suis arrivée dans la sidérurgie pas par hasard, mais en tout cas, on va dire par un concours de circonstances. J'étais plutôt destinée à devenir une universitaire puisque je préparais un doctorat en sciences de gestion et que j'enseignais à la fac. Et dans le cadre, en fait, de mes recherches universitaires, j'étais amenée à faire un certain nombre d'observations en entreprise, dont ArcelorMittal faisait partie. Donc, j'y passais du temps, de plus en plus de temps d'ailleurs. Et puis, je découvrais ce milieu de l'entreprise que je connaissais pas forcément, en tout cas à ce moment-là. Et donc, le temps passant, un jour, le DRH me propose un job en me disant « on crée un poste ». Et on souhaiterait te le proposer. Et là, je lui dis, mais je cherche pas de travail, en fait, puisque j'étais partie sur la lancée universitaire. Et puis, je lui ai dit aussi que c'était compliqué pour moi de choisir entre une carrière en entreprise et l'enseignement et le doctorat, puisque j'avais commencé ce parcours-là et que je m'étais fixé pour objectif d'aller jusqu'au bout. Et là, il m'a dit il n'était pas forcément nécessaire que je fasse des choix et qu'il était ouvert, lui, à toutes les propositions que je pouvais lui faire. Et en fait, j'ai décidé de ne pas choisir, ce qui est aussi choisir d'une certaine manière, et puis d'accepter sa proposition de job tout en continuant à enseigner à la fac et tout en continuant à préparer mon doctorat. Et c'est comme ça, en fait, que s'est construit ma première expérience professionnelle. Voilà, j'ai été jetée dans le grand bain. Alors, c'était une expérience très riche, puisque à l'époque, j'avais 23 ans, que j'étais une femme, que dans la sidérurgie, il y avait à peu près 95% d'hommes, avec une moyenne d'âge de 48 ans. Puis, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là, parce que c'est une entreprise, certes, d'industrie lourde, mais avec beaucoup de valeurs autour du collectif, de la solidarité. C'est une entreprise qui, en termes d'innovation RH, était très, très en avance sur son temps et qui l'est restée d'ailleurs et qui m'a permis, de comprendre le fonctionnement d'une entreprise, de faire un peu de ces situations du quotidien pas toujours simples une force et d'être capable du coup aussi de poser des limites. Et puis de construire mon parcours, l'étape d'après. Et puis c'était une histoire aussi marquante puisque la sidérurgie est très liée au territoire lorrain où je suis née et auquel je suis très attachée. Et que voilà, les hauts fourneaux, la Lorraine, c'était une histoire professionnelle et une histoire personnelle en même temps.
Donc une première expérience où tu as pu cumuler finalement deux missions, hein, à la fois en tant qu'universitaire et puis en tant que RH. En quoi cela a permis de forger ta posture quelque part? En quoi ça te sert encore aujourd'hui? Alors ça m'a servi parce qu'en fait les deux mondes de l'entreprise et de l'université sont beaucoup plus connectés qu'ils peuvent n'y paraître au premier abord. Et puis moi, j'ai eu toujours, on va dire, en termes de mode de fonctionnement pour objectif d'apporter à mes étudiants de la matière concrète de l'entreprise, et puis d'utiliser mon formatage théorique, la manière dont on m'a appris à synthétiser, analyser, à faire preuve de pédagogie, à réutiliser ces compétences-là dans le milieu de l'entreprise, des compétences en gestion de projet aussi, parce que une thèse, ça se construit dans la durée avec différentes étapes, etc. Donc j'ai essayé de connecter ces deux milieux-là le mieux possible. Et puis ça m'a appris aussi la prise de parole, parce que quand on s'adresse à un amphi qui a 150 personnes en face de soi, dont certains ont le même âge que moi quand j'ai démarré, dont j'avais des copains de promo aussi qui avaient redoublé, qui étaient en face là dans l'amphi. Donc au début c'est un peu particulier, mais voilà, on apprend aussi à parler en public, et j'ai vraiment essayé de connecter toujours ces deux expériences, de mettre de l'analyse, un peu de théorie, un peu de recul, de stratégie dans le monde de l'entreprise, mais aussi d'apporter des exemples concrets dans le monde universitaire. Alors ensuite, tu as eu des expériences très variées, hein, dans des secteurs très différents. Dans ta carrière, ça a été un choix de bouger, de changer. Pourquoi ? Et qu'est-ce que tu retiens finalement de cette diversité d'expériences ? Alors ça a été un choix, oui, parce que à chaque fois... alors, il y a quand même on va dire, un trait commun dans l'ensemble de ma carrière en entreprise, c'est que j'ai toujours travaillé dans des grands groupes avec un marqueur technique fort. Et après, se sont créées des opportunités, des envies aussi, et la question de se dire qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'ose changer? Est-ce que je prends le risque? Et j'ai fait ce choix-là parce que je pense qu'en fait une carrière se construit avec des expériences multiples, et chacun des environnements dans lesquels j'ai pu évoluer m'a appris des choses en termes de relations, en termes de culture, en termes de pratique. L'automobile, c'est différent de la santé, c'est différent de la sidérurgie, c'est encore différent du contrôle technique. J'ai évolué aussi dans des groupes multiculturels. C'est aussi quelque chose qui m'a tiré à un moment donné, de me dire, travailler dans des groupes allemands, c'est une culture différente, c'est encore une approche différente. Et puis je trouve que quand on fait des RH, c'est quand même très important de pouvoir s'ouvrir à son écosystème et aux relations avec les autres et à différents profils, et voilà, et à apprendre de tout ça. Donc j'ai toujours eu cette envie d'apprendre. Si j'ai fait un doctorat, c'est pas complètement par hasard non plus. Donc j'ai toujours été animée par cette envie d'apprendre et changer d'entreprise, me confronter à des nouveaux environnements, à des nouveaux milieux, c'est continuer à apprendre tous les jours, et voilà, et essayer d'améliorer ma pratique au quotidien. Comment tu fais concrètement pour apprendre justement et connaître ces différents milieux, ces différents secteurs dans lesquels tu t'es retrouvée ? Par exemple, passer de l'industrie à Ramsay Santé, c'est pas si évident que ça. Comment tu as géré ce changement ? Alors, c'est pas du tout évident, effectivement, parce que les codes de la santé, les codes de l'entreprise, de manière générale, sont pas forcément toujours identiques. Et dans la santé en particulier, parce que quand on travaille au sein d'une clinique privée, on a certes le personnel de la clinique, qui est le personnel soignant, mais on a aussi le corps médical qui est le cœur du réacteur. Et le corps médical, ce sont des professions libérales, donc qu'on ne va pas manager de la même manière qu'on manage du personnel soignant. Et donc, on apprend en fait à comprendre et à trouver, je dirais, le bon décodeur et le bon prisme pour s'adapter aux nouvelles situations. Donc, je pense qu'il faut à la fois écouter, observer, comprendre, agir, faire preuve d'empathie aussi, pas arriver plein de certitudes dans un milieu en se disant moi, fort de mon expérience, j'ai tout fait, j'ai tout vu, je sais tout et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça fonctionne pas comme ça, justement. Mais c'est d'avoir cette humilité-là de dire voilà, j'arrive dans un nouveau territoire, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que j'ai compris comment ça fonctionne,
je vais essayer de construire la réponse adaptée aux problématiques qui peuvent se présenter et de manière collective. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé collectivement parce que je pense que la richesse, elle naît du collectif et qu'on est plus fort. Ça peut faire un peu cliché, mais c'est vrai. On est quand même plus fort quand on réfléchit à plusieurs que quand on réfléchit tout seul. Et ça m'a permis, en fait, de m'adapter à ces différents milieux et d'en tirer à chaque fois des richesses qui m'ont permis d'ajouter une pierre à l'édifice pour l'étape d'après. Et la santé est un bon exemple puisque je n'imaginais, tout le monde voit comment un hôpital fonctionne de l'extérieur, mais comprendre finement comment fonctionne un hôpital, le rôle de la pharmacie, le rôle de la stérilisation, les interfaces entre les personnels soignants, les médecins, etc. Voilà, j'ai appris beaucoup. Alors, en parallèle de cette vie professionnelle très riche, tu n'hésites pas non plus à cumuler aussi avec des engagements associatifs et dans la politique locale et dans des associations professionnelles. Pourquoi ? Enfin, dans quoi es-tu engagée ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, je dors peu, heureusement. Mais en fait, oui, j'avais un engagement associatif de longue date. J'étais présidente de l'association de parents d'élèves de la ville. Et c'était très riche parce que ça permettait vraiment on était présents, on était une association qui était apolitique et on était présents sur l'ensemble des écoles de la ville. Donc voilà, ça permettait de faire avancer ces sujets-là. Donc ça a duré un certain nombre d'années. Et puis on m'a proposé de rejoindre l'équipe municipale. J'avais pas d'expérience en politique, ni forcément de velléité particulière à rejoindre cet environnement-là. Mais en fait, le maire a su me convaincre d'avoir envie de participer à ce challenge-là. Et donc, du coup, j'ai rejoint l'équipe municipale dans l'équipe enfance. Donc, dans la continuité, on va dire, de ce que j'avais pu faire comme travail dans le monde associatif. Donc, ça permet encore d'avoir une autre facette de la contribution au fonctionnement de la ville. On n'a pas la même casquette. Et puis, ça m'apporte beaucoup parce que ça permet de faire avancer, encore une fois, concrètement des sujets. Je le dis souvent, mais pour moi, l'ancrage dans le réel, il est important. Et ça peut paraître paradoxal parce que le doctorat, c'est quand même un diplôme assez théorique, mais pour autant, moi, je pense que c'est important de garder toujours un ancrage. Et ça m'a permis, de faire avancer des sujets, de pouvoir. On a travaillé, par exemple, avec les écoles sur les troubles 10 et sur les difficultés que pouvait avoir le corps enseignant à intégrer des enfants qui étaient différents. Elles sont pas formées, je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, elles sont pas formées à ça et on a mis en place des choses avec la mairie pour les accompagner là-dessus. On a fait d'autres choses aussi, on a organisé des événements aussi de liaison avec le collège, avec d'autres écoles. On a mené une action dont on est assez fiers, c'est qu'on a organisé un programme pour que tous les enfants de la ville aillent à la piscine et apprennent à nager. Ce qui était pas le cas avant. Voilà, c'est tous ces exemples-là concrets qui, moi, m'ont motivé à rejoindre l'équipe et qui me motivent toujours à faire partie de cette équipe-là. Quel lien fais-tu avec ton métier de DRH entre ces engagements professionnels et personnels ? C'est toujours une histoire de relations humaines, en fait, avec différents acteurs. Il s'agit toujours de comprendre la problématique, là, en l'occurrence, du corps enseignant, des parents d'élèves. Quand il y a des divergences de point de vue, d'essayer de trouver des solutions, mais de savoir trancher aussi, parce qu'à un moment donné, une municipalité a aussi des contraintes budgétaires qui font qu'elle doit respecter un certain cadre. Je dirais c'est à peu près les mêmes modes de fonctionnement avec des populations différentes, mais du coup ma manière de travailler dans l'univers privé me permet d'apporter, je dirais, cette compétence-là, si je peux appeler ça comme ça, à l'univers du public et de la municipalité où tout le monde n'est pas forcément structuré ou préparé pour travailler comme ça. D'accord. Et pour finir, Sandra, est-ce que tu as une phrase que tu souhaiterais conseiller aux hommes et aux femmes qui nous écoutent, ou peut-être une phrase pour cette Sandra qui débutait à 23 ans dans la sidérurgie et que tu aurais aimé entendre à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, je ne sais pas.
parce qu'en fait j'avais pas d'autres expériences, donc j'avais pas de point de comparaison. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est que j'ai été très bien accueillie, qu'on m'a beaucoup accompagnée et que j'ai encore aujourd'hui, alors je vous dirais pas combien d'années après, mais très longtemps après, gardé des contacts dans cet environnement-là et dans cette entreprise-là, et c'est chouette quoi de pouvoir garder ce contact-là. Mais si je devais prononcer une phrase un peu générique et un peu typique, je pense que ce qui est important, c'est d'oser faire des choix affirmés, de les assumer, même si parfois ils peuvent être un peu à contre-courant, mais qu'ils doivent toujours être alignés à une exigence de sens. Et c'est aussi ce qui a toujours guidé ma carrière, c'est que mes choix, qu'ils aient été professionnels, personnels, associatifs, publics, ont toujours été guidés par cette quête de sens. Je ne me serais jamais engagée ni dans une entreprise, ni dans un mandat quelconque qui n'aurait pas fait sens pour moi, au-delà de tout l'environnement que ça pouvait représenter. Merci Sandra. Merci. Vous venez d'écouter un épisode retraçant le parcours d'une énergie féminine de SPI. Si cela vous a inspiré, nous vous invitons à découvrir le 2e podcast où elle partage des conseils issus de son expérience. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.